All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour une longue vidéo sur le lore de Star Citizen. Parmi les races aliens de Star Citizen, les plus connues sont surtout les trois principales. Les Banu, découverts en 2438, les Xi'an en 2530 et les Vanduul en 2681. Mais il y a une autre race alien dont on parle un peu moins et pour une bonne raison, elle est plus vraiment présente dans Star Citizen au moment où le jeu se déroule. Tout commence avec le docteur Kellar Lench qui travaillait pour l'entreprise New Horizons en 2541. Il était sur Centauri 2, une planète désertique, afin de mener des recherches scientifiques. Enthousiaste, il a en fait très vite déchanté après avoir passé 8 mois et demi seul sur cette planète. Surtout lorsqu'il a fini par découvrir le véritable objectif derrière son travail. Les drones de recherche qu'il déployait autour des montagnes de Centauri 2 servaient en réalité juste à trouver des ressources pour enrichir un conglomérat d'entreprises déjà très riches. Déçu de voir que son travail n'avait aucune importance d'ordre scientifique, il a envoyé sa démission sans attendre de réponse et a tout simplement quitté son poste et la planète. Il s'est alors rendu dans la ville la plus importante du système, Fujin City, sur Centauri 3, histoire de côtoyer un peu la civilisation. Il a profité de son séjour sur cette planète pour s'entraîner au pilotage manuel de ses drones de recherche dans l'espace avoisinant. Dans la matinée du 15 novembre 2541, un de ses drones a envoyé des données inhabituelles. Il s'est rendu sur place et sans surprise a découvert un point de saut. D'un côté, il avait peur de l'emprunter vu ses mauvaises capacités de pilote, mais de l'autre côté, il ne voulait pas risquer de décevoir son père qu'il avait éduqué dans l'idée qu'un vrai scientifique est prêt à risquer sa vie pour la science. Il a donc décidé de tenter le coup et est parvenu à traverser le point de saut. Il décrit l'un des mondes de ce nouveau système comme grouillant de vie intelligente, avec énormément de lumière à la surface, d'immenses bâtiments aux airs de temple et une gigantesque cité au sommet d'une montagne. Il a envoyé un drone à la surface de la 4e planète du système afin de récupérer le maximum de données pour prouver sa découverte, mais il a rapidement vu des vaisseaux s'approcher de lui sur son radar. Sentant l'incident diplomatique arriver, il a filé dans le système Centauri avant d'être attrapé. À l'époque de leur découverte par les humains, les Tevarin étaient organisés comme une société féodale et oligarchique où l'armée était responsable de tout et où l'art de la guerre occupait une place prépondérante. Les Tevarin suivaient un code d'honneur du guerrier nommé Rijora, dont les grands principes étaient l'honneur, la fidélité et le devoir. Pour gravir les échelons de la société Tevarin, la seule solution était de se distinguer au combat, et le titre le plus honorifique était celui de seigneur de guerre, mais sans toute la connotation péjorative qu'on y associe de notre point de vue humain. Les Tevarin n'aimaient pas particulièrement faire la guerre, mais honoraient le fait d'être un grand combattant, et pour ces derniers, rompre leur serment était passible d'un bannissement ou de la peine de mort dans les cas les plus extrêmes. Et pour ceux qui ne se distinguaient pas au combat, ils servaient la société Tevarin en cultivant les terres de leur seigneur. L'humanité a envoyé des ambassadeurs pour établir des relations diplomatiques, et peut-être même les inclure à l'UPE, mais malheureusement les Tevarin étaient plutôt intéressés par la conquête de nos systèmes. Et c'est comme ça que l'humanité s'est retrouvée embarquée dans sa première guerre interstellaire en 2542 alors qu'elle venait tout juste de rencontrer les Xi'an et que tout laissait présager un conflit contre eux. Bien que technologiquement moins avancé, le génie tactique des généraux Tevarin et la ténacité de leurs combattants ont donné du fil à retordre aux forces armées de l'UPE. Les combats n'ont jamais atteint la Terre, mais en 2544, les forces Tevarin avaient réussi à conquérir le système Centauri et repousser les forces de l'UPE dans le système Ferron. Fin août 2544, un des généraux de l'UPE a profité d'une réunion de l'état-major pour faire part de son inquiétude. Il craignait que la ligne de front se stabilise et que le conflit tourne à la guerre d'usure. Selon lui, il fallait déstabiliser les Tevarin et les surprendre en adoptant de nouvelles façons d'engager le combat avec eux. C'est ainsi qu'a démarré la préparation de l'opération Nemesis, visant à récupérer la 4e planète du système Idris, afin de s'en servir de tête de pont vers les systèmes voisins. Idris 4 était la seule planète habitée du système. Elle connaissait une croissance démographique jusqu'à ce que les Tevarin bombardent sa surface et l'envahissent en 2542. La plupart de la population avait pu fuir avant, mais quelques centaines de civils avaient décidé de rester. Parmi ces gens, une jeune femme du nom de Rachel Locke, sans entraînement militaire, avait pu organiser un mouvement de résistance qui a permis de perturber les opérations Tevarin sur la planète et fournir des renseignements précieux pour la planification de l'opération Nemesis. Les services de renseignement de l'UPE avaient découvert, probablement grâce aux résistants du groupe de Rachel Locke justement, que les Tevarin avaient construit un chantier naval à la surface d'Idris 4, qui servait de base pour les vaisseaux dans le système et aussi de terminal pour les différentes installations sur la planète. L'opération Nemesis devait se dérouler de la façon suivante. La flotte d'invasion devait se regrouper dans le système Ferron et utiliser le point de saut vers le système Idris. À l'arrivée dans le système, une partie de la flotte devait occuper les vaisseaux Tevarin autour du point de saut, tandis que le reste de la flotte devait foncer vers Idris 4, où l'armée et les Marines débarqueraient pour prendre le contrôle de la planète le temps que les renforts arrivent. L'opération a démarré le 30 septembre 2544 à 13h45 heure de la Terre. Le plan s'est déroulé comme prévu jusqu'à l'arrivée de la flotte d'invasion sur Idris 4. À ce moment-là, des vaisseaux Tevarin ont commencé à décoller de la planète pour intercepter les transports de troupes, et sont parvenus à en détruire 3 avant d'engager le combat contre la flotte. À la surface d'Idris 4, l'infanterie, les Marines et des compagnies mécanisées ont commencé à monter à l'assaut du chantier naval surnommé la Colline et parvinrent à en prendre le contrôle au bout de 6 heures de combat. Et c'est à partir de là que les événements ont commencé à mal tourner pour les forces de l'UPE.
Les installations éparpillées sur la planète et qui étaient reliées au chantier naval étaient en fait des prototypes d'armes de défense planétaire. Toutes ouvrirent simultanément le feu sur la flotte de l'UPE en orbite et anéantirent plusieurs vaisseaux en quelques secondes. À la surface, les Tévarines en ont profité pour contre-attaquer les forces de l'UPE sur la colline. En entendant les rapports de la flotte, les soldats à la surface ont commencé à comprendre qu'ils allaient vite être livrés à eux-mêmes, seuls dans cet environnement qu'ils ne parvenaient pas à tenir, avec des pertes de plus en plus élevées. La flotte de l'UPE en orbite refusait de battre en retraite, sachant que cela signerait l'extermination des troupes au sol. Leur situation s'est petit à petit dégradée avec la mort successive de plusieurs de leurs chefs, suite à des bombardements et à des tireurs embusqués. Jusqu'au moment où le commandement est finalement revenu au capitaine Ivar Messer, un nom que vous allez entendre très souvent dans le lore de Star Citizen. Messer a demandé à des rétaliators en orbite de venir bombarder des zones bien précises très près de la colline, pendant qu'il organisait des embuscades avec le reste des survivants. Quand la situation a commencé à se calmer, les survivants ont trouvé un véhicule Tévarine en état de marche. Ivar Messer a alors ordonné au sergent Adam Core de prendre ce véhicule avec une petite escouade afin de trouver le centre de commande du système de défense planétaire et le neutraliser, car celui-ci continuait de faire des ravages sur les vaisseaux de l'UPE en orbite. Ce qu'ils sont parvenus à faire, mais pas avant d'avoir retourné ce système contre la flotte Tévarine. Durant les heures qui suivirent, la flotte Tévarine commença à battre en retraite. L'escouade du sergent Core fut repérée et dut détruire le centre de commande avant de l'abandonner. Le bilan de la bataille fut mitigé. Des deux côtés, des centaines de vaisseaux capitaux et des milliers de chasseurs avaient été détruits, causant la mort d'environ 70 000 soldats dans chaque camp. En revanche, les actions du capitaine Messer et du sergent Core ont permis de remporter une victoire stratégique décisive. Les forces de l'UPE ont pu commencer à repousser les forces Tévarines et le nombre de volontaires dans les bureaux de recrutement de l'armée a explosé. 2 ans plus tard, en 2546, les forces de l'UPE réussirent à repousser les forces Tévarines jusqu'à Elysium 4, leur planète d'origine. C'est Ivar Messer, alors commandant, qui a capturé le chef des forces Tévarines et qui l'a amené devant le Sénat de l'UPE. Ça lui a permis de gagner en popularité, se lancer en politique, proposer la création d'un poste de dirigeant de l'humanité, accéder à ce poste et se proclamer empereur. Mais ça, c'est une autre histoire. Après la première guerre Tévarine, ceux-ci ont été intégrés de gré ou de force à l'UE. Le code Rijora a commencé à être de moins en moins suivi par les Tévarines, et initialement, ils n'étaient pas autorisés à retourner vivre sur Elysium 4 et ont été déportés. Certains pensent que c'est précisément ce point qui a créé une frustration latente chez les Tévarines, et qui a poussé le seigneur de guerre Korat Tal à déclencher une seconde guerre en 2603. On suppose que Korat Tal a passé une bonne partie du XXIe siècle à remettre sur pied une énorme flotte de guerre, car en 2603, il est sorti de nulle part dans l'espace de l'UE et a mené une guerre qui a duré 7 ans. On n'a pas de détails sur le déroulement de cette guerre, hormis la fin. Le 24 juin 2610, l'escadron 42, comme le jeu, a fait subir une défaite majeure à la flotte de Korat Tal dans le système Centauri. Il a alors rassemblé le reste de ses forces et a ordonné une charge suicide vers Elysium 4, avec les boucliers thermiques désactivés afin que tous meurent carbonisés durant l'entrée dans l'atmosphère de leur planète d'origine. La scène a été immortalisée par un peintre et certains backers ont repéré 2 références dans ce tableau, le crash du Concordia dans Wing Commander 4 et le tableau The Slave Ship qui dépeint le massacre du Zong en 1791. Après la seconde guerre Tévarine, Elysium 4 est définitivement devenu une planète de l'UE, reconnue comme un centre culturel, gastronomique et technologique. Beaucoup des derniers croyants du Rijora ont répété le dernier acte de Korat Tal en choisissant le suicide dans l'atmosphère d'Elysium 4. Les autres ont massivement abandonné cette religion en brûlant ses écrits durant une période qu'on a appelée la Purge. Après l'ère Messer, l'UE a un peu mis de côté ses relents anti-aliens et l'empereur Toy a proposé aux Tévarines de revenir sur leur planète natale et de pouvoir obtenir le statut de citoyen de l'UE. Malheureusement, ce qui reste de la civilisation Tévarine est en proie à de sévères dissensions. Très peu de Tévarines ont accepté de revenir sur Elysium 4 pour être assimilés petit à petit à la civilisation de ceux qui les avaient vaincus, et le nombre de Tévarines ayant accédé à la citoyenneté se compte en dizaines. En fait, la majeure partie des Tévarines a été élevée dans la honte de la défaite, l'absence d'identité, et l'idée qu'ils devaient rejeter leur héritage sans pour autant s'intégrer à l'humanité. Dans les moins pires des cas, l'absence de repères et d'identité leur font massivement rejeter leur héritage, et dans le pire des cas, certains sombrent dans la violence et le crime, avec pour couronner le tout un rejet parfois violent de la part de certains humains. Sudge Kossi fait partie de ces Tévarines qui ont mal démarré dans la vie. Même dans ses plus lointains souvenirs, il était toujours question de Tévarines qui menaient leur vie à base de magouilles, d'intrigues et de braquages. Kossi a également sombré et a rejoint sa famille dans des coups faciles avec de belles sommes à la clé, jusqu'au jour où ils ont mené une attaque sur une ferme dont les occupants ont riposté. Sa sœur a été tuée, les fermiers ont été massacrés, et tout ça pour rien puisque leur installation n'était déjà plus en état de marche. Après ça, Kossi a décidé de changer de vie en s'engageant dans l'armée et a passé 3 ans à mener des opérations de réparation de capteurs dans l'espace Vendoul, jusqu'au jour où une opération a mal tourné, qu'il a été blessé et qu'il a fini en rééducation pendant 1 an et demi. Il s'en est remis, mais ça a mis fin à sa carrière militaire en 2928, avec une médaille et l'obtention du statut de citoyen. De retour à la vie civile sur Elysium 4, il s'est aperçu que l'entreprise qui gérait le lot d'habitation où il vivait avait des pratiques douteuses. Kossi a alors mené humains et Tévarines dans un recours collectif contre cette entreprise et se découvrit une nouvelle passion dans la vie, la politique. Il annonça sa candidature au poste de sénateur d'Elysium en 2944 et gagna les élections 2 ans plus tard. Pour certains observateurs humains, qu'un ancien criminel Tévarine arrive aussi loin dans la vie politique de l'UE est inquiétant et mérite qu'on se penche sérieusement sur ses véritables intentions. Et comme Kossi projette de, je cite, redonner à la culture Tévarine sa beauté d'antan, en repeuplant les cités abandonnées de Cabal 3 par exemple, il est plutôt mal vu par les Tévarines qui rejettent leur héritage et qui voient ça comme de la profanation.
On retrouve le même genre de réaction anti-Tévarine aussi bien chez les humains que les Tévarines avec le rituel du liorage. Il a fallu attendre 2947 avant que la société de préservation Tévarine l'organise pour la première fois sur Elysium 4 depuis 2610. Durant cette cérémonie, de nombreux humains et Tévarines sont venus manifester contre ce rassemblement. Là encore, certains Tévarines pensent que ce genre de pratique est une forme de profanation, tandis que les manifestants humains craignent que ce genre de rassemblement initie un fort mouvement identitaire qui finisse par aboutir à une nouvelle guerre contre l'humanité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces craintes ne sont pas infondées. Star Citizen se déroule 940 années dans le futur, donc si on est en 2017, l'année en cours dans le lore est 2947. Et le 11 mars 2941, ce qui est du coup plutôt récent, un explorateur a soumis la découverte d'un système au département de transport et navigation de l'UE. Après que ces données aient été vérifiées, une équipe d'évaluation a été envoyée dans ce système, le système Cabal, pour chercher des planètes abritant la vie ou susceptibles d'être terraformées. Ils ont découvert que la troisième planète du système nécessitait très peu de changements pour la rendre habitable aux humains. Mais en étudiant cette planète, ils ont surtout découvert des cités Tévarines abandonnées, et ce depuis la fin de la première guerre Tévarine en 2546, soit 4 siècles plus tôt. Et ça a soulevé pas mal de questions. Comment un système planétaire colonisé par les Tévarines a pu passer sous les radars de l'humanité pendant plusieurs siècles? Est-ce que les Tévarines assimilés dans l'UE sont au courant de son existence? Et si oui, comment ont-ils gardé le secret aussi longtemps et pourquoi? Quoi qu'il en soit, la division de marine du général Corbett a été contactée sur le champ et s'est rendue sur le site pour sécuriser des villes et y chercher des habitants. Si les villes étaient bien désertes, des caches d'armes souterraines ont été trouvées. Selon le général Corbett, la quantité d'armes trouvées laisse supposer que ça pourrait être un stock d'un contrebandier qui utilisait le système comme planque, ou carrément le stock de quelqu'un qui essaierait de construire une armée. Mais le plus troublant, c'est que certaines des armes qui ont été découvertes disposaient de technologies datant de 10 à 15 ans, alors que les derniers conflits avec les Tévarines datent d'il y a plus de 3 siècles. À ce moment-là, le haut commandement de l'UE a ordonné de garder secret la découverte de ce système, le temps d'être sûr de ce qu'ils avaient trouvé. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, le 22 avril de 1944, le général Corbett était toujours sur cette affaire. Elle a personnellement contacté Thomas Carmody, le directeur de l'advocacy, c'est-à-dire les services secrets de l'UE, pour lui adresser une requête un peu spéciale. Lui fournir une liste de Tévarines ou humains connus comme des sympathisants à la cause Tévarine et qui présenteraient des signes d'animosité envers l'UE. Elle précise qu'elle aurait besoin de cette liste pour donner du poids à ses récentes découvertes avant de présenter son rapport devant le haut commandement. Carmody lui a répondu qu'une telle demande ne pourrait aboutir sans une procédure officielle, car cela représenterait une infraction à certains des droits des Tévarines tels que stipulés dans l'armistice signé en 2610. Même si Corbett pense qu'une opération officielle risquerait d'alerter d'éventuels terroristes et que ça mettrait plus de vie en danger, Carmody n'a pas accédé à sa requête. À mon avis, entre 1941 et 1944, le général Corbett a continué son investigation dans les villes abandonnées de Cabal 3 et est parvenu à la conclusion que certains Tévarines ont formé des cellules terroristes dormantes, à l'aide d'humains particulièrement remontés contre le gouvernement. Ça n'est que mon avis, mais je pense que les outsiders de l'R3 qu'on a vu à la CitizenCon 2016 sont les premiers suspects, car on sait qu'ils sont profondément anti-EE et que le système LAIR est relié au système Cabal par un point de saut. On connaît pas la suite de cette histoire, mais on sait ce qu'il est advenu du stock d'armes Tévarines. Le gouvernement de l'UE a demandé à des ingénieurs en aérospatial de l'entreprise Esperia, spécialisée dans les technologies aliens, de venir identifier et cataloguer le matériel découvert. C'est comme ça qu'ils ont découvert un vaisseau de débarquement Tévarine qui était utilisé pendant la première guerre en 2542. À la fin de la mission, les dirigeants d'Esperia ont demandé, en échange, s'ils pouvaient récupérer ce vaisseau pour en faire une version adaptée aux humains. Le gouvernement a accepté et c'est comme ça qu'Esperia a commencé à mettre au point l'Esperia Prowler en coopération avec le sénateur Suchkosi, toujours, et des pilotes Tévarines. Concluons cette vidéo en parlant maintenant de ce qui a servi d'inspiration pour les Tévarines. Vous l'aurez sûrement deviné, pas besoin de chercher bien loin, les Tévarines sont en grande partie inspirés du peuple japonais. On va commencer par ce qui est évident, leur code d'honneur Rijora est littéralement indiqué comme ressemblant au Bushido, le code d'honneur des samouraïs, et dans les illustrations de CIG, leurs armures y font clairement penser. Leur système politique organisé en oligarchie féodale, le besoin de distinction au combat et le statut hiérarchique qui en découle, le respect d'un code d'honneur par les guerriers, le bannissement ou la mort quand ce code n'est pas respecté, le suicide après une défaite humiliante, tout renvoie à l'image qu'on a des samouraïs et du Japon d'il y a plusieurs siècles. Le fait que les Tévarines aient rompu les négociations fin 2541 pour mener une politique d'expansion territoriale peut faire référence aux actes du Japon fin 1941. Je retrouve pas le prétendu génie tactique des Tévarines chez les Japonais début des années 40, mais dans les deux cas, ils compensaient leur retard technologique grâce à l'endurance de leurs soldats. Par contre, la charge suicide de Korattal qui a détruit le reste de sa flotte, ça me fait clairement penser à l'opération suicide japonaise Tengo qui a conduit à la destruction du cuirassé Yamato en 1945. Plusieurs backers l'avaient repéré et après m'être renseigné un petit peu, je pense que c'est vrai, les guerres Tévarines sont inspirées des guerres puniques qui ont opposé les jeunes empires de Rome et Carthage au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça paraît crédible quand on sait que l'empire humain de Star Citizen est calqué sur l'empire romain réel. En revanche, il y a eu 3 guerres puniques, tandis que les scénaristes de CIG se sont limités à 2 guerres Tévarines.
Par contre, ça colle à peu près pour les leaders des deuxièmes guerres, Coradtal pour les Tévarines et Hannibal pour les Carthaginois. Dans les deux cas, on a un chef qui est revenu par surprise avec une armée puissante pour mener une deuxième guerre contre un empire qui avait gagné la première. Dans le cas d'Hannibal, l'attaque surprise a été menée à travers les Alpes, et pour Coradtal, il est revenu d'on ne sait où avec une nouvelle armée. Et pour couronner le tout, outre le fait que Coradtal et Hannibal sont deux noms qui sonnent à peu près pareil, j'ai découvert que Tal est un ancien mot germanique qui signifie vallée. Et Hannibal, il en a traversé justement un paquet de vallées entre la vallée du Rhône, les Alpes et la vallée du Pô en Italie. Entre les deux guerres tévarines, ceux-ci n'ont pas été autorisés à revenir sur leur planète natale Elysium 4, et on pense que c'est ça qui a engendré la frustration qui les a amenés à mener une seconde guerre contre l'UE. Et après cette seconde guerre à nouveau perdue, beaucoup de Tévarines ont été élevés dans la honte de leur passé. Les scénaristes de CIG ne s'en sont peut-être pas inspirés, mais je trouve que ça ressemble assez à la rancune de l'Allemagne après le traité de Versailles et au sentiment de culpabilité générale qu'ont les Allemands depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour finir, beaucoup d'autres éléments peuvent être rapportés aux Indiens d'Amérique, la seule différence étant que c'est les Tévarines qui ont démarré la guerre en voulant coloniser l'espace humain. Au combat, on a des guerriers tenaces, fiers, technologiquement inférieurs mais tactiquement redoutables. La bataille d'Idris IV où les forces de l'UPE se sont retrouvées piégées sur une colline est, je pense, inspirée de la bataille de Little Bighorn, mais avec une fin différente. Comme les natifs américains, les Tévarines ont été déportés, assimilés de gré ou de force au mode de vie de leurs conquérants et ont toujours vécu avec une certaine rancœur qui les a rendus cyniques, mélancoliques, nostalgiques d'une époque révolue et triste. Beaucoup ont sombré dans la drogue et le crime et très peu ont réussi à se faire une place auprès de ceux qui les avaient colonisés. C'est enfin la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que j'ai pas utilisé beaucoup d'illustrations de Tévarines, mais paradoxalement c'est ceux sur qui on en sait le plus, mais sur qui on en voit le moins. Je pense que je referai des vidéos sur le lore de Star Citizen, mais ça sera peut-être pas avant un moment car ça demande vraiment un boulot monstre, et j'ai pas encore trouvé d'autres parties du lore aussi intéressantes que la civilisation Tévarine. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien citoyens.